L'enquête sur les structures étranges couronnant les dômes de ce que l'on appelle les édifices religieux nous mène à des découvertes inattendues. Elle nous force à porter un regard neuf sur l'histoire admise de l'architecture. Le point de départ de cette investigation sera un événement majeur du début du XXe siècle, l'exposition de 1913, organisée pour célébrer avec faste le tricentenaire de la maison Romanov. L'idée générale de cette grandiose composition artistique était de recréer l'atmosphère d'une place commerçante d'une vieille ville russe, démontrant la grandeur et les traditions de l'Empire. Ce projet ambitieux était dirigé par un architecte célèbre de l'époque, Alexandre Ivanovitch Romanov. Cependant, le résultat final soulève une foule de questions pour le chercheur moderne. Le bâtiment qui devait incarner une église traditionnelle s'est avéré très étrange. En examinant attentivement ses caractéristiques architecturales, un détail inhabituel saute aux yeux. La flèche de l'édifice n'est pas couronnée par une croix classique, mais par un mystérieux trident. On pourrait facilement expliquer cette anomalie par les tendances de la mode du début du XXe siècle, en mettant tout sur le compte du modernisme et de la vision d'auteur de l'architecte, désireux de donner une nouvelle sonorité aux formes anciennes. Il semblerait que l'élan créatif d'un artiste ne soit pas tenu de suivre strictement les canons. Mais cette théorie commode s'effondre si l'on se tourne vers des documents historiques créés bien avant l'époque de l'Art Nouveau et la naissance de l'architecte lui-même. En étudiant les albums de voyageurs étrangers des XVIIe et XVIIIe siècles, nous nous heurtons à un phénomène inexplicable. On trouve sur leur page des constructions pratiquement identiques. Des dessins réalisés par des témoins oculaires il y a des centaines d'années représentent des structures que l'histoire officielle classe comme des temples, mais dont l'apparence ne s'inscrit résolument ni dans les canons orthodoxes ni catholiques. Par exemple, une église près de Narva sur des gravures anciennes présente une construction d'ingénierie complexe, ressemblant peu à un lieu de prière. On observe une image analogue à Nijni Novgorod. Bien que sur des reproductions ultérieures, les artistes aient pu rajouter des croix sur les sommets, la géométrie même des dômes reste invariablement étrange et fonctionnelle, plutôt que décorative. Un autre exemple frappant est une tour en pierre à Pskov, dont un croquis a été conservé dans un livre de 1799. La forme de son sommet rappelle de manière saisissante ces mêmes fantaisies que nous voyons dans les projets de 1913. Il s'avère que les voyageurs du XVIIe siècle, visitant des terres qui se trouvaient depuis longtemps sous l'administration de l'Église, fixaient avec une précision documentaire des formes inhabituelles qu'il est impossible de mettre sur le compte du hasard ou d'un manque de maîtrise artistique. S'il s'agissait de cas isolés, on pourrait parler d'une erreur de l'artiste, mais le caractère systématique de ces images donne à réfléchir. La coïncidence des solutions architecturales du début du XXe siècle avec des croquis vieux de 300 ans indique que l'architecte Romanov ne réinventait pas la roue, mais tentait peut-être de reproduire un style ayant réellement existé, aujourd'hui oublié ou intentionnellement effacé. L'excuse « je suis un artiste, je vois les choses ainsi » ne fonctionne pas ici. Les correspondances sont trop précises. Si la photo de 1913 peut encore être qualifiée de stylisation de l'architecture russe, les gravures d'Oléarius ou de Witsen sont l'enregistrement d'un fait. Ces structures suggèrent que nous sommes face aux traces d'un système global, où la religion a pu jouer le rôle d'un culte du cargo, préservant la forme extérieure de dispositifs techniques, mais en ayant perdu la compréhension de leur essence. Et le plus étonnant est que l'on rencontre des constructions similaires, non seulement sur le territoire de la Russie, mais aussi bien au-delà de ses frontières, ce qui change complètement l'échelle de l'énigme. En approfondissant l'étude des documents d'archives, nous sommes confrontés à la nécessité de repenser la notion même de fiction artistique dans le contexte de la documentation historique. Si l'on considère les albums des voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles non comme un recueil de fantaisie libre, mais comme des rapports de témoins oculaires, une toute autre réalité s'ouvre à nous. Une attention particulière doit être portée aux croquis de structures dans les environs de Narva. Le bâtiment fixé par l'artiste de l'époque possède des caractéristiques de construction qu'il est résolument impossible de classer dans le cadre de l'architecture sacrée traditionnelle. Au lieu des lignes fluides habituelles et des croix canoniques couronnant les dômes,
On voit sur le papier des mécanismes anguleux complexes et des figures géométriques installées au sommet des tours. Ces formes évoquent des associations avec des objets industriels ou des nœuds techniques plutôt qu'avec des lieux de culte acceptés dans le monde chrétien. Une situation analogue peut être retracée sur les gravures représentant Nijni Novgorod. Ici, on observe un détail encore plus intrigant. Sur certaines images anciennes, on voit comment des artistes ou des restaurateurs d'époques ultérieures ont tenté d'inscrire des symboles de foi familiers au-dessus de sommets étranges, manifestement technologiques. Cependant, la base de ces constructions reste inchangée. Elle est étrangère aux canons ecclésiastiques. Cela donne l'impression que les attributs religieux ont été ajoutés plus tard, comme une tentative d'adapter un héritage incompréhensible du passé aux besoins actuels du culte. Non moins éloquent est le croquis de la tour en pierre de Pskov, daté de 1799, ainsi que les images de ce qu'on appelle les maisons de jardin. Leurs sommets reproduisent avec une précision étonnante ces mêmes tridents et flèches modernistes que l'architecte Romanov tentera de recréer un siècle plus tard. Une question légitime se pose. Pourquoi, sur des territoires qui se trouvaient depuis des siècles sous la stricte administration de l'Église et où tout écart par rapport au dogme était sévèrement réprimé, de telles libertés architecturales existaient-elles et étaient-elles documentées ? La version selon laquelle les voyageurs européens, dont la tâche était la cartographie précise et la description des lieux, souffraient massivement d'hallucinations ou déformaient intentionnellement la réalité, ne tient pas la route. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient. Et ils voyaient des structures dont la destination fonctionnelle différait apparemment de celle qu'on leur a attribuée par la suite. Ces temples avec des tridents et des sphères au lieu de croix se dressaient sur la terre russe comme les témoins silencieux d'une autre époque. Il est communément admis que de telles excentricités architecturales sont un phénomène local, ou le résultat du développement spécifique de l'architecture russe. Cependant, si nous élargissons la géographie de nos recherches et nous déplaçons de milliers de kilomètres vers le sud, dans une zone climatique et culturelle totalement différente, un véritable choc nous attend. Ce que nous avons l'habitude de considérer comme des caractéristiques uniques de l'architecture du Nord ou des bizarreries d'artistes locaux se retrouve dans les sables de l'Afrique et dans les rues des anciennes villes du Moyen-Orient. Là, parmi les minarets et les mosquées, se dressent des structures ressemblant comme deux gouttes d'eau aux mystérieuses tours de Pskov et de Narva, nous forçant à douter de la version officielle de l'origine de ces formes architecturales. En déplaçant le centre de notre recherche des latitudes septentrionales vers le brûlant continent africain, nous découvrons des faits qui embrouillent définitivement le tableau ordonné de l'histoire officielle de l'architecture. Dans les déserts soudanais se dressent des structures que l'on appelle traditionnellement des mosquées. Il convient cependant de faire appel à la linguistique pour remarquer une nuance importante. Le mot mosquée lui-même, dérivé d'une racine arabe signifiant lieu d'adoration ou de prosternation, ne portait pas initialement de lien rigide avec une confession spécifique telle que nous la comprenons aujourd'hui. C'est un terme désignant un lieu fonctionnel pour la connexion avec des forces supérieures. Et, selon toute apparence, l'architecture de ces lieux était universelle bien avant la division en religions familières. En étudiant les murs de ces lieux d'adoration soudanais, le chercheur découvre avec surprise une symbolique qui semble déplacée dans la tradition islamique, mais qui est douloureusement familière à quiconque a étudié les antiquités russes. On voit nettement sur les murs des images de ce qu'on appelle la croix en fourche, un symbole spécifique que l'on rencontre souvent sur les dalles de pierre blanche trouvées dans les fondations et les nécropoles des vieux monastères sur le territoire de la Russie. Cette coïncidence géométrique est difficile à mettre sur le compte du hasard. Quelle est la probabilité que des tailleurs de pierre au fond de l'Afrique et des maîtres de la Russie médiévale aient utilisé le même motif spécifique sans avoir aucun lien entre eux ? La forme même des bâtiments soulève encore plus de questions. Nous voyons le style classique en forme de tente, toit pyramidal. Les historiens de l'architecture affirment depuis des décennies que les temples en tente sont une invention unique, purement russe, qui a ensuite été interdite par les réformes ecclésiastiques. On nous dit que ce style est né de l'architecture en bois et n'a pas d'analogue. Mais alors, comment expliquer la présence de tentes en pierre identiques au Soudan ?
Si l'on suit la logique officielle, les architectes russes auraient dû voyager en Afrique pour y construire, ou inversement. Mais l'absurdité de la situation devient évidente si l'on regarde vers l'Europe occidentale. Dans la célèbre abbaye française de Fontevraud, il existe un bâtiment que les guides appellent la cuisine. Cependant, si l'on retire cette étiquette domestique et que l'on évalue la construction objectivement, le même temple en forme de tente apparaît devant nous. Le système complexe de cheminées, de tourelles et de voûtes centrales ressemble à une structure d'ingénierie et de culte extrêmement complexe, et non à un lieu pour préparer la nourriture. La version selon laquelle des moines ont construit une cuisine en copiant les formes sacrées complexes des temples en tente semble peu convaincante. Il est beaucoup plus logique de supposer que le bâtiment se trouvait déjà là et que les nouveaux propriétaires, les moines, l'ont simplement adapté à des besoins ménagers, appelant cuisine ce qu'ils ne comprenaient plus. Tous ces faits, croix en fourche au Soudan, tente en Russie et cuisine en France, indiquent l'existence d'un standard architectural unique, d'un style global qui couvrait d'immenses territoires. C'était un bâti standardisé que différentes cultures ont ensuite adapté à leurs besoins, inventant différents noms pour les mêmes formes. Mais si l'on peut encore tenter d'expliquer les murs et les toits par des emprunts, les éléments couronnant ces structures laissent perplexe tout historien traditionnel. Pour comprendre la véritable destination de ces complexes, il faut lever la tête plus haut et examiner ce qui se trouve au sommet même des dômes du Caire et de Damas, où, au lieu de symboles religieux, se sont conservées les traces de technologies totalement différentes. Si l'on détourne l'attention des murs massifs et des fondations pour se concentrer sur les sommets des édifices cultuels du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, le chercheur se heurte à un véritable paradoxe impossible à ignorer. En étudiant les panoramas architecturaux du Caire, de Jérusalem, de Tunis et de Damas du XIXe siècle, nous nous attendons à voir une symbolique religieuse traditionnelle, caractéristique de l'islam ou du christianisme. Cependant, au lieu des croissants canoniques ou des croix tendues vers le ciel, nous découvrons sur les flèches et les dômes tout un arsenal de constructions incompréhensibles qui, à y regarder de plus près, ressemble davantage à de l'équipement d'ingénierie qu'à des signes sacrés. Au lieu d'un élégant croissant symbolisant la foi, les dômes sont souvent couronnés par d'étranges figures géométriques, des anneaux brisés au sommet rappelant des circuits ouverts, ou des sphères transpercées par des tiges métalliques. Au Caire, par exemple, sur des images anciennes de mosquées, on peut remarquer des constructions où la barre transversale médiane de ce qui devrait être une croix ou un croissant est courbée vers le haut de manière non naturelle, formant une figure semblable à un diapason ou un éclateur. À Damas, la situation est encore plus éloquente. Les sommets des minarets sont ornés d'objets qu'il est difficile de nommer autrement que des beignets. Ce sont des formes toroïdales enfilées sur une flèche, parfois en combinaison avec des capsules ovoïdes. Ces ellipsoïdes allongés, souvent entourés de fines tiges, évoquent des associations directes avec des isolateurs de lignes à haute tension ou des éléments de condensateur, mais certainement pas avec un ornement décoratif. L'abondance de telles formes donne l'impression que nous n'avons pas devant nous des objets religieux, mais un réseau technique complexe. Si l'on regarde ces villes avec les yeux d'un ingénieur électricien, alors les mosquées et les temples se transforment en un système unifié de stations. Les anneaux brisés peuvent remplir la fonction de réception ou d'émission de signal, les toroïdes servir à accumuler une charge ou créer un champ magnétique, et les flèches agir comme des paratonnerres ou des antennes pour collecter l'électricité atmosphérique. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l'on rencontre ces décorations partout et de manière standardisée, de Tunis à Jérusalem, ignorant les différences culturelles des régions. Il est difficile d'imaginer que différents peuples aient décidé simultanément d'orner leur sanctuaire d'œufs et d'antennes abstraits uniquement pour des raisons esthétiques, sans se concerter. L'aspect de ces sommets dans leur ensemble suscite un intérêt particulier. Ce ne sont pas des cas isolés, mais un phénomène de masse, formant une sorte de champ d'antenne au-dessus des villes anciennes. La géométrie de ces dispositifs est stricte, utilitaire et dépourvue de cette fioriture propre à l'ornement oriental. Les structures métalliques sur les toits contrastent fortement avec la maçonnerie de pierre,
comme si elles avaient été installées là dans un but pratique précis dont le sens s'est perdu avec le temps, tandis que les dispositifs eux-mêmes se transformaient en objets de vénération. Les gens ont commencé à prier ce qui autrefois leur donnait peut-être de la lumière ou de l'énergie. Cette dissonance technologique devient encore plus évidente si l'on baisse le regard des toits vers le sol. Sur fond d'édifices majestueux couronnés de structures métalliques extrêmement complexes, s'écoule une vie qui semble désespérément arriérée. L'architecture démontre des signes de haute technologie et de profonde connaissance en physique, tandis que les habitants de ces villes sur les vieux clichés ont l'air d'avoir été oubliés par le progrès. Ce contraste entre les ruines high-tech du passé et la vie primitive de la population du 19e siècle nous amène à une autre étrangeté de cette époque, une inexplicable dégradation dans le domaine militaire, qui remet en question la linéarité du développement historique. En enquêtant sur les bizarreries du 19e siècle, il est impossible de passer sous silence un autre paradoxe flagrant qui concerne non pas l'architecture, mais l'art militaire. Si l'on regarde les scènes de bataille et l'équipement des armées de cette époque, on a le sentiment d'une régression globale camouflée en progrès. Cela se manifeste de manière particulièrement éclatante lorsqu'on compare les troupes européennes, considérées comme le sommet de la civilisation, et les guerriers de l'Est, habitants du Caucase, de l'Asie et du monde arabe, que l'historiographie occidentale qualifiait souvent d'arriérés. Rappelons la guerre de 1812, l'affrontement des armées de Napoléon et d'Alexandre Ier. Les soldats des deux camps entraient sur le champ de bataille en uniforme de parade, shako à plumet et, ce qui est le plus étonnant, en collant blanc moulant. Cet uniforme avait peut-être de l'allure lors des défilés, mais dans les conditions de combat réels, il représentait une absurdité. À cette époque, l'artillerie utilisait déjà largement la mitraille et le shrapnel. Le shrapnel est un type d'obus rempli de centaines de balles métalliques qui explosent en l'air, couvrant les forces vives de l'ennemi d'une grêle de plomb. La mitraille agit de manière similaire à courte distance. Contre de telles armes, le tissu fin des collants et les camisoles en drap n'offraient absolument aucune protection. Les généraux européens envoyaient essentiellement leurs troupes à une mort certaine, les alignant en rangs serrés où chaque soldat était une cible sans défense. L'abandon des armures métalliques en Europe au XVIIe siècle était officiellement expliqué par l'apparition des armes à feu, qui auraient rendu l'armure inutile. Cependant, cette affirmation ne résiste pas à l'épreuve de la pratique et de la logique. Dans le même temps, les peuples dits sauvages de l'Est, Afghans, Perses, Tcherkesses, guerriers de l'Inde et d'Égypte, continuaient d'utiliser cottes de mailles, brassards et boucliers métalliques jusqu'à la fin du XIXe et par endroits au début du XXe siècle. Ils ne se pressaient pas de revêtir les pantalons européens à la mode. Et comme le montre l'histoire, ils avaient raison. La cotte de maille, bien qu'elle n'arrête pas un tir direct de balles tirées à bout portant, protégeait parfaitement des éclats, des ricochets, du shrapnel en fin de course et des armes blanches. Dans des conditions de combat où une part importante des blessures est causée précisément par des éléments vulnérants secondaires, la présence d'une armure augmentait considérablement les chances de survie. La Première Guerre mondiale a confirmé que les peuples arriérés avaient raison. Lorsque les troupes allemandes se sont heurtées aux réalités de la guerre de tranchées et au feu nourri, elles se sont soudainement souvenues du Moyen-Âge. Les unités d'assaut ont commencé à revêtir des cuirasses d'acier, à utiliser des casques lourds et même des massues de tranchées. Les officiers mettaient des éléments de protection sauvant des petits éclats. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, l'armée européenne avancée est revenue à ce qu'elle avait abandonné 200 ans plus tôt et que les peuples de l'Est avaient préservé. Ce fait indique qu'entre le XVIIe et le XIXe siècle, une étrange perte de connaissance sur la sécurité et l'efficacité s'est produite en Europe. Les gens semblaient avoir oublié des choses évidentes, remplaçant la fonctionnalité par l'esthétique extérieure. L'abandon de l'armure n'était pas une évolution, mais une dégradation de l'art de la guerre. Et ici nous arrivons à la conclusion principale. Si l'humanité a pu pendant des siècles ignorer le bon sens concernant la protection de sa propre vie,
oubliant la destination des plastrons et des côtes de mailles, il est tout à fait probable que la même amnésie ait frappé d'autres domaines. Peut-être les gens ont-ils tout aussi bien oublié la véritable destination technique de ces constructions cyclopéennes que nous appelons aujourd'hui habituellement temples, mosquées et fontaines urbaines, ne les utilisant que comme décors ou objets de culte. Pour revenir au thème des incohérences architecturales, il est nécessaire de prêter une attention particulière à une catégorie de structures qui, dans les inventaires historiques et les guides, passe souvent sous l'appellation inoffensive de fontaine. Cependant, lors d'une étude détaillée des images anciennes de Malte, de Bagdad et de Tunis, il devient évident que ces objets ont peu en commun avec des ouvrages hydrauliques destinés à fournir de l'eau. Nous avons devant nous des constructions massives, isolées, souvent réalisées sous forme de pavillons couverts ou de petites tours dont la fonctionnalité suscite la perplexité. Si l'on accepte la version officielle, cela reste un mystère. Pourquoi une simple source d'eau a-t-elle besoin d'une superstructure aussi complexe, couronnée par les éléments techniques qui nous sont déjà familiers? Les sommets de ces soi-disant fontaines sont ornés des mêmes détails spécifiques que les dômes des temples. Nous voyons à nouveau des flèches métalliques sur lesquelles sont enfilés des objets sphériques rappelant des œufs, ou des figures toroïdales ressemblant à des anneaux volumineux ou des beignets. Dans le contexte de l'art décoratif, ces éléments paraissent étrangers et grossiers, mais du point de vue de la pensée technique, ils s'intègrent parfaitement dans le schéma d'un appareil quelconque. La présence d'un couronnement métallique complexe sur un pavillon de pierre suggère qu'à l'origine, cela aurait pu être un dispositif pour générer ou convertir de l'énergie, peut-être même pour condenser l'humidité de l'air, mais certainement pas une fontaine décorative au sens habituel. Avec le temps, la technologie a été perdue, l'eau a cessé de couler ou l'électricité d'être produite. Mais le rapport sacré à l'objet est resté, et l'on a continué à le copier sans en comprendre le principe de fonctionnement. Si l'on jette un coup d'œil à l'intérieur de certains édifices cultuels orientaux, souvent voisins de telles fontaines, les bizarreries se multiplient. Les intérieurs d'un certain nombre de mosquées et de mausolées, fixés par des artistes et photographes du passé, démontrent une ressemblance frappante avec l'agencement des autels orthodoxes. Nous voyons une structure rappelant une iconostase et même de petites formes architecturales à l'intérieur du bâtiment, couronnées de bulbes identiques aux dômes d'église. Mais le plus intrigant, ce sont les chaînes, câbles et nombreuses suspensions pendant du plafond, remplissant pratiquement tout l'espace sous la coupole. Leur quantité et leur densité sont telles qu'il est difficile de les percevoir simplement comme des fixations pour des lampes. Ce système complexe de suspension ressemble davantage à un gréement technique, aux entrailles d'un immense transformateur ou d'un tableau de distribution, où le blindage ou la création d'un certain champ est important. Combiné aux antennes extérieures, cela crée l'image d'un résonateur géant. On a l'impression que les constructeurs, ou plutôt ceux qui restauraient ces bâtiments, tentaient de reproduire un agrégat technique complexe en utilisant les matériaux à leur disposition, pierres, briques et chaînes simples. C'est un exemple classique de culte du cargo, la reproduction de la forme extérieure d'un mécanisme complexe dans l'espoir qu'il fonctionne sans compréhension de sa physique interne. Le boîtier en pierre copie la carcasse de l'appareil et les chaînes imitent le câblage. Ainsi, nous voyons un tableau unifié d'amnésie technologique, couvrant d'immenses territoires. Les fontaines qui ne peuvent donner d'eau sans pompe et les temples bardés de chaînes sont les pièces d'une même mosaïque. Pour assembler ce puzzle définitivement et voir l'échelle du système existant dans le passé, nous devons comparer ces trouvailles avec la symbolique dispersée encore plus loin. Des villes sacrées de l'Inde jusqu'au cœur même de la Russie, où l'on découvre les mêmes signes sur les tours du Kremlin. La partie finale de cette enquête de grande envergure nous amène à la nécessité de relier des choses et des points géographiques apparemment incompatibles. Si l'on se transporte des déserts du Moyen-Orient vers l'Inde densément peuplée, nous découvrons que les anomalies architecturales y sont non seulement présentes, mais prennent un caractère systémique. Les temples indiens, foisonnant de sculptures extrêmement complexes, sont couronnés de structures qui, à y regarder de plus près, sont identiques à celles que nous avons vues en Europe et en Afrique.
On distingue particulièrement les sommets rappelant des tridents ou des griffes spécifiques. Ces éléments sont souvent interprétés comme des symboles religieux de divinités locales, mais leur géométrie et leur mode d'installation sur les pics de haute flèche forcent à douter d'une destination exclusivement sacrée. La découverte la plus frappante attend le chercheur s'il compare ces tridents indiens avec les éléments architecturaux ornant le cœur de la Russie, le Kremlin de Moscou. Sur des images anciennes et même sur certains éléments conservés des tours du Kremlin, on peut découvrir ces mêmes griffes, des sommets bifurqués ou trifurqués que l'histoire officielle interprète souvent comme des aigles stylisés ou simplement un ornement décoratif. Cependant, la coïncidence géométrique totale avec les analogues indiens, soudanais et européens exclut la version d'une ressemblance fortuite. Il est impossible d'imaginer que des architectes de différents continents, séparés par des milliers de kilomètres et des dogmes religieux, soient parvenus par hasard à une seule et même forme technique spécifique. Tous les faits rassemblés, des croix en fourche au Soudan, aux antennes à Jérusalem et aux flèches identiques à Moscou et Delhi, s'assemblent en un tableau unique, effrayant par son évidence. Nous avons affaire à un standard architectural global, un style unique qui couvrait la planète bien avant la formation des États-nations et des religions qui nous sont familiers. Ce que nous appelons aujourd'hui temples, mosquées et cathédrales est, selon toute vraisemblance, l'héritage d'une civilisation unique de haute technologie. Ces bâtiments avaient initialement une destination technique, que ce soit la production d'énergie, d'électricité atmosphérique ou la garantie des communications. La perception moderne de ces structures est un exemple classique de culte du cargo. Imaginez des sauvages qui ont trouvé un aérodrome fonctionnel, mais ne savent pas utiliser les avions. Avec le temps, la technique se brise, les connaissances se perdent et les descendants commencent à prier les carcasses d'avions, construisant leurs copies en paille et en pierre dans l'espoir que les dieux leur apportent à nouveau des dons. L'humanité a agi exactement de la même manière avec l'héritage du passé. Des dispositifs techniques complexes ont été transformés en objets de vénération. Les gens ont oublié la physique du processus, mais ont conservé le rituel extérieur, remplaçant les éléments fonctionnels par des copies décoratives, et les salles d'opérateurs par des hôtels. L'existence de témoignages documentaires du début du XXe siècle, qui ne cadrent pas du tout avec l'image habituelle du monde, met un point final à cette question. Sur l'une des photographies de cette période, est immortalisée une structure si fantastique qu'il est plus facile de la prendre pour un plan tiré d'un film de science-fiction ou un faux habile que pour la réalité. C'est une construction métallique gigantesque et extrêmement complexe, rappelant un générateur Tesla ou un émetteur futuriste, dominant une ville où des attelages de chevaux circulent dans les rues. L'existence même d'un tel objet, à une époque où, selon les manuels, la limite de la technologie était la machine à vapeur, détruit la chronologie linéaire de l'histoire. C'est la preuve qu'il y a encore très peu de temps, littéralement 100 ans, existaient à côté de nous des restes de technologie dont nous ne comprenons toujours pas le principe de fonctionnement aujourd'hui, et qui ont été irrémédiablement perdues ou intentionnellement détruites, ne nous laissant que de belles légendes et d'étranges dômes.